Et ce soir, notre invité est Jean-Vincent Placé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe écologiste au Sénat pour vous interroger avec moi, Mickaël Darmon. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Jean-Vincent Placé, vous allez nous dire ce que vous pensez de la campagne des élections européennes, 2 semaines jour pour jour avant le scrutin. Comment vous jugez la politique du gouvernement, son plan d'économie notamment? Le gouvernement, on l'a entendu dans le journal, accusé de préparer en secret une baisse du budget de la défense. C'est ce qu'a dit Xavier Bertrand ce matin sur iTélé. Vous lui répondrez. Au menu également, la réforme territoriale, un sujet que vous connaissez bien, et l'idée de Ségolène Royal pour remplacer l'écotaxe. Commençons par cette rencontre entre François Hollande et Angela Merkel. C'était au bord de la mer Baltique, sur les terres de la chancelière allemande, avant-hier et hier. L'objectif était d'améliorer les relations personnelles entre les deux dirigeants. Vous avez critiqué, Jean-Vincent Placé, il y a quelques années, le couple Merkozy, Merkel et Sarkozy. Une formule de Daniel Cohn-Bendit. Et que pensez-vous du couple Merkel-Hollande? Moi, je n'ai pas critiqué le couple en soi, Sarkozy et Merkel. Je pense que c'est fondamental qu'il y ait une bonne entente entre le couple franco-allemand. On voit bien d'ailleurs que c'est quand ça patine dans ce couple-là que l'ensemble de l'Europe se cherche. Et évidemment, depuis Général de Gaulle, depuis Giscard d'Estaing avec Helmut Schmidt, avec cette photo magnifique dont on se souvient à Verdun avec Helmut Kohl et François Mitterrand. Et c'est très bien que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel aient des bonnes relations. Après, le sujet, c'était effectivement ce traité sur la stabilité qui nous met aujourd'hui dans une situation bien difficile dans le pays. Mais c'était le fameux traité Merkozy dont on vient de parler. Et aujourd'hui, moi, le reproche que je fais à François Hollande, il est connu, c'est de ne pas avoir renégocié ce fameux traité sur la stabilité lorsqu'il a été élu en 2012. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une politique très rigoureuse, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Et sur le plan macroéconomique, moi je serais plutôt favorable à une relance par investissement, en particulier écologique. Regardez justement ce que l'on voit durant ce week-end dans la Baltique, c'est justement... C'est très bien d'ailleurs ce week-end. Mais peut-être, mais en même temps, c'est effectivement le rapport de force qui existe, c'est-à-dire une Angela Merkel super puissante, bien sûr. Très très populaire, 51% selon un sondage européen, 20% d'opinion favorable seulement sur François Hollande. Les résultats économiques, ce sont deux responsables politiques aux antipodes l'un de l'autre. Bien sûr, bien sûr. Donc et ça veut bien dire que le déséquilibre franco-allemand est là. D'ailleurs, elle a été réélue dans les conditions qu'on connaît, mais elle a été réélue avec la grande coalition qu'il y a en Allemagne, cela en septembre de l'année dernière. Et justement, entre mai 2012 et septembre 2013, il me semblait qu'il y avait, si j'ose dire, une fenêtre de tir pour renégocier avec les Allemands. Et aujourd'hui ? D'évidence, le traité est là, voilà, il est là, c'est plutôt la politique François Hollande ne peut plus vraiment rééquilibrer le lien franco-allemand. On sent bien que, d'une part, le budget européen a décru, pour la première fois depuis bien longtemps, que tout ce qu'on disait sur le développement, sur les investissements, ça n'intéresse pas beaucoup nos amis allemands. Et par ailleurs, les thèmes, y compris, qui étaient portés par Nicolas Sarkozy dans la campagne présidentielle sur l'European Buy Act, c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter davantage européen dans l'Union, de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité sociale et environnementale à nos frontières, la taxation des transactions financières, la question d'un équilibre entre la politique et le financier à la Banque Centrale Européenne. On voit bien que ces thèmes-là sont éloignés, que c'est effectivement, voilà, c'est un fait, c'est plutôt Mme Merkel qui imprime la politique européenne. Après, quand j'ai dit ça et je conclus, je trouve ça très positif qu'il y ait cette rencontre, y compris très conviviale, autour des harengs de la Baltique. En fait. C'est important que de montrer à l'extérieur qu'il y a cette entente. Moi, je vois... Bien sûr que Mme Merkel est conservatrice, mais elle est quand même dans cette affaire avant tout chancelière d'Allemagne. Il y a un duo franco-allemand qui marche, en tout cas c'est celui entre José Bové et Franziska Keller, les deux candidats d'Europe des Verts, des écologistes en Europe pour les élections européennes. José Bové qui s'est dit contre la procréation médicalement assistée, la PMA. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas le sujet essentiel. C'est pas en pleine campagne des européennes. C'est pas le sujet essentiel de la campagne européenne. C'est une position ancienne de José. Moi, je ne souhaite pas polémiquer. Évidemment, ce n'est pas celle du mouvement. Comment peut-il le représenter, votre mouvement, alors qu'il n'est pas d'accord avec cette position? José est une grande figure de l'écologie, de l'altermondialisme, et les thèmes que nous portons, même si ce n'est pas un sujet mineur, la PMA se tourne notamment sur la bataille que nous voulons qu'on mène sur la question
négociations du traité transatlantique. Oui, donc mais justement, voilà, je ne veux pas vous renvoyer. Et en même temps, ça nationalise la campagne et ça lui donne un aspect polémique de la part de votre représentant, alors que justement, vous portez souvent cette critique de campagne trop nationale. Pour le coup, c'est lui qui emporte maintenant. J'entends bien qu'en ce dimanche, vous reveniez sur le sujet. Non, mais mais lundi, notre sujet, peut-être même hier encore, mais notre sujet essentiel, vous l'avez compris, c'est de proposer un autre modèle de développement à l'Union européenne, plus social, plus écologique, plus politique également. Et c'est vrai que malheureusement, on parle très peu de l'Union européenne, donc je ne vais pas, d'autant plus qu'on en parle là, je vous en remercie, mais je ne vais pas faire que critiquer les médias, mais tout de même, vous avez vu que nous avons lancé avec mon ami sénateur André Gattolin une lettre, nous avons écrit une lettre au président Schramek du CSA pour faire en sorte qu'au niveau des chaînes publiques... Sur les télés toute la semaine, toute la campagne, je vous en félicite. Vous le voyez, vous le verrez encore. Les chaînes publiques, les radios publiques, c'est comme à elles de faire la pédagogie, la nécessité... oui, mais il faut en faire davantage, parce qu'à un moment, on est dans le serpent qui se mord la queue, on se dit ça n'intéresse pas les Français, donc je ne fais pas d'émission, et puis comme on ne fait pas d'émission, évidemment, ça n'intéresse personne. Avant d'en parler justement de l'Europe et des mesures prises par la Commission et par l'Union européenne, encore un mot sur cette campagne des élections européennes. En France, campagne qui crée des tensions, on le voit au sein des Verts, des tensions aussi au sein de l'UMP, c'est un parti très, très divisé. Comment expliquer qu'une telle campagne, que de telles élections crispent autant les politiques français ? Le parti, de ce qui reste de ce parti gaulliste, il y a une tradition de division, si j'ose dire, sur le sujet. Je me souviens, nous étions bien plus jeunes, au moment du traité de Maastricht, même le président Chirac du RPR de l'époque avait hésité à soutenir. Il avait au final décidé de voter oui, et il y avait eu toute une campagne à l'époque avec Philippe Séguin, avec Charles Pasqua, sur le non. Enfin, si j'ose dire, le Parti conservateur est traditionnellement divisé. On sent que le Parti socialiste hésite parce que justement, comme ici au niveau gouvernemental, on est dans les clous, on veut aller dans les clous du traité européen, on sent quand même qu'au niveau du Parti socialiste, il y a une volonté de manifester davantage de volontarisme sur le plan économique et monétaire, y compris fiscal également, et en termes d'harmonisation sociale et fiscale. Donc on sent bien que ça a l'air quand même pas tout à fait la même chose, la politique qui est menée, de ce qui est dit. En revanche, il y a, je suis désolé de le dire comme ça, mais un parti qui est très clair depuis longtemps, c'est pour ça d'ailleurs que nous appelons Europe Écologie Les Verts, c'est que nous pensons que l'Europe est la solution. Ce n'est pas, moi je suis pas du tout, alors là pour le coup, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis pas eurobéa, je suis pas du tout un fanatique du côté ultra technocratique et très apolitisé, je dirais même, de ce qui se passe parfois à Bruxelles. En revanche, je suis certain d'une chose, et c'est ma conviction profonde, c'est que c'est la seule solution, déjà pour régler les problèmes écologiques, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières nationales, mais aussi les questions sociales, les questions démocratiques, et de faire en sorte que nous continuions à faire ce que cet espace de paix, depuis 1945, assure à l'Europe, faire en sorte que ça se développe davantage. Est-ce qu'il y a trop de normes en Europe ? C'est l'éternel débat. Déjà, depuis quand même 40 ans maintenant, 50 ans, l'Europe a énormément fait pour les agriculteurs français. Si on a pu garder, y compris d'ailleurs de façon excessive, le modèle de production, parce qu'à un moment, vous le savez, c'était un système où les aides étaient essentiellement et très majoritairement tournées vers la production, donc on produisait. Et puis que quelqu'un comme José Bové a fortement dénoncé. Tout à fait, parce qu'on arrivait à un système d'agriculture ultra intensive, avec une vision qui n'était pas seulement de nourrir la population, mais de faire de l'export. Et même, vous s'en souvenez, je me souviens de ça, dans les années 80, on était arrivé à tellement produire qu'on jetait. Donc tout cela aboutissait à un gaspillage incroyable. Et cette logique-là, non pas de soutien, parce qu'elle est importante, cette logique de soutien, notamment à la transmission des entreprises agricoles, le fait d'aider sur la recherche, sur l'amélioration des procédures, sur plein de sujets. Aider l'agriculture, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, grâce d'ailleurs, et moi je le salue, l'action du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, on arrive à remettre dans l'Europe le concept d'agroécologie. C'est-à-dire, oui, produire, mais avec davantage de qualité, avec davantage d'ascension aux produits, davantage de préoccupations sur la question des pesticides ou des antibiotiques, et faire en sorte qu'on ait aussi une dimension environnementale importante. Alors, et j'en arrive effectivement à votre question que je n'ai pas oubliée, le fait qu'il y ait des normes
Et des réglementations, c'est important aussi. Ça ne peut pas être un secteur dérégulé. C'est un sujet qui touche tout le monde. Quand on passe à côté d'un champ, eh bien, quand il y a des pesticides, cela nous affecte directement, cela affecte nos enfants et leur santé. Donc ces questions-là, elles sont liées à ça. Elles sont liées également à la qualité de la production. On a vu les méfaits de tout ce qui était les débats sur la dioxine ou sur les OGM, les hormones, et on ne veut plus être nourri comme ça. Vous ne remettez pas en cause l'importance que prend donc le budget de l'agriculture en Europe et qui se fait au détriment d'autres projets, notamment qui auraient peut-être pu relancer la croissance. C'est le compromis historique, effectivement, que la France a passé depuis d'ailleurs le général de Gaulle et Pompidou, c'est de contribuer au budget européen, nous sommes contributeurs positifs, et d'avoir un retour essentiellement sur la question agricole. Et moi j'y suis très attaché, vous savez, les questions agricoles, les questions de l'alimentation, je crois que c'est conservateur alors. Non, pour un pays comme la France, il y a un équilibre à trouver, qui a été d'ailleurs très déséquilibré dans les années 80-90 avec la désertification rurale. Moi, je pense que notamment avec le développement des nouvelles technologies, on va revenir à autre chose. Il y a de plus en plus de gens qui veulent faire le retour, pas seulement à la terre, mais à la campagne, avec une meilleure qualité de vie. On voit comment on vit dans les grandes agglomérations, et particulièrement Paris, notamment quand on a des familles. Donc, il me semble que ces sujets-là, ces thèmes-là, de la ruralité, de l'environnement, de la qualité agricole, c'est important. Et je ne vous cache pas que, et bien sûr, je souhaite une réorientation très très forte sur l'environnement, sur la nature et sur la qualité alimentaire de la politique agricole commune, mais ce n'est pas moi qui irai essayer de réduire ces crédits-là. La seconde partie avec vous, Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, pour vous interroger également. Michaël Darmon, dans l'actualité du jour, ce référendum dans l'est de l'Ukraine, dans 2 régions, celle de Donetsk et de Lugansk, consultation jugée illégale par Kiev et par l'Europe. Pourquoi l'Europe est-elle aussi impuissante dans cette affaire ? L'Europe n'a pas beaucoup de diplomatie, n'a pas beaucoup de poids politique. On le dit déjà, on l'a déjà dit concernant le Mali et la Centrafrique, que sur des sujets qui, bien sûr, sont dans le territoire historique d'influence française. C'est pour cela aussi que nous sommes intervenus, parce que nous sommes en situation, mais que personne ne nous a aidés. Ou si faut une armée européenne. En réalité, oui. On sait que c'est un sujet qui mais c'est un vieux sujet. Qui revient régulièrement. C'est Mendès les années 50, c'est les la années CED. 54, la CED, la Communauté européenne de défense. Et ça a failli se faire à l'époque, parce qu'on sentait qu'après 1945, il fallait aller vers cette Communauté européenne de défense. Et puis, les choses se sont disloquées. On a choisi l'entrée de faire la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vous en souvenez, avec Jean Monnet. On a choisi une communauté économique. Exactement, c'est-à-dire qu'on a raté la CED, qui était l'élément d'entrée, si j'ose dire, de la communauté politique. On voit qu'on rame encore aujourd'hui pour y arriver, malgré le traité de 2005. Et on voit aujourd'hui que c'est essentiellement un espace de libre-échange, de biens et de personnes d'ailleurs, un grand marché économique et financier. Et donc cette dimension politique de l'Europe n'est pas là. Donc ça ne permet pas la dimension diplomatique. Et oui, je le dis. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de dire il faut une armée européenne. Et on m'a dit mais les écologistes, vous devenez militaristes. Non, nous sommes pour qu'évidemment il y ait une armée pour pouvoir intervenir au Mali, pour pouvoir intervenir en Centrafrique. Et s'il y avait eu une armée européenne plus solide, on aurait eu un meilleur rapport de force pour soutenir les démocrates ukrainiens face aux poussées expansionnistes de Poutine. Et cela fait que comme nous sommes divisés, nous avons pu aider au départ dans une impulsion démocratique et des droits de l'homme, et c'était très positif. Placé, à quoi sert-il d'aider l'Ukraine lorsque l'Europe n'en veut pas de toute façon ? Non mais je pense que l'idée de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, ça c'est trop tôt. Déjà, là, on est 28, on a intégré la Croatie. Moi, je ne suis pas en plus un fanatique des élargissements à marche forcée, ce qui me différencie un peu de certains de mes amis. Et je pense qu'il y a un moment, sans être dans le noyau dur, il faut quand même qu'il y ait une spécificité européenne et une cohésion plus renforcée sur beaucoup de sujets. Mais je reviens sur le sujet militaire. Il me semble qu'effectivement, du fait que nous sommes divisés, du fait que nous n'avons pas d'armée, du fait que nous n'avons pas une diplomatie très active, de facto, on se retrouve avec la parole allemande bien plus importante que celle des autres pays, et dans une forme de dialogue Poutine-Merkel qui ne me choque pas en soi, si ça peut régler des problèmes, mais dont on voit les limites très rapidement lorsqu'on voit le volontarisme malheureusement extrêmement négatif de Vladimir Poutine. Donc ces référendums, effectivement, ils n'ont pas lieu d'être. Il faut
aider le processus démocratique. Comme toujours dans ces moments-là, c'est la démocratie qui prime, c'est l'élection du 25 mai qui doit absolument C'est ce qu'a rappelé François Hollande encore tenir. aujourd'hui. Le président de la République, à cet égard, porte une parole de la France qui est claire et évidemment, je le soutiens. C'était ce matin sur iTélé, vous l'avez entendu il y a quelques instants, Xavier Bertrand, ancien ministre du Travail, affirme que le gouvernement travaille en secret à de nouvelles économies dans le budget de la défense, un budget qu'on croyait sacralisé, 1,5 milliard, 2 milliards d'euros par an jusqu'en 2017, selon Xavier Bertrand. Vous êtes membre de la commission des finances du Sénat, Jean-Vincent Placé. Vous suivez donc ce dossier des économies, ce plan de 50 milliards d'économies de très près. Est-ce que les informations de Xavier Bertrand sont justes ? Alors, ce serait au ministre des Finances, M. Sapin, et au secrétaire d'État au budget de répondre à cette question. Est-ce que c'est une piste dont vous avez entendu parler ? Mais je le dis très clairement, parce que justement, vous avez rappelé que je suis à la commission des finances, et également j'ai suivi de près la loi de programmation militaire, la LPM, qui porte sur les investissements, sur l'orientation stratégique de notre défense nationale pour les 5 prochaines années. Et je me permets de dire qu'à l'époque, lorsqu'on nous avait dit on va sanctuariser le budget, c'est de mémoire, le fact-checking, il faudra encore son travail, ça doit être 30-31 milliards. J'avais dit que ça serait très difficile à tenir au regard justement de la situation. Et à l'époque, déjà, c'était M. Cahuzac au budget, il y avait un plan, c'est peut-être de cela dont Xavier Bertrand parle, qui consistait à faire une trajectoire vers 28-27 milliards à la fin du quinquennat. C'est-à-dire, exactement, il y avait eu un arbitrage très difficile entre Le Drian et Bercy, et qui avait été confirmé à une émission de télévision, je m'en souviens, comme vous. Et moi, j'avais dit à l'époque, tout en étant très respectueux de la parole du président, je dis, je ne vois pas comment, puisque on est dans la trajectoire de 3%, comment on va tenir en sanctuarisant le budget militaire ? Une fois de plus, il faut là que François Hollande se rappelle sa promesse, refasse un arbitrage, parce que là maintenant la situation est différente. Il y a 50 milliards d'économies à trouver. On sait apparemment c'est très difficile à trouver. Et voilà que du côté du budget, on dit on ne pourra pas y arriver sans toucher aux crédits militaires qui sont sanctuarisés. Alors, que doit-il se passer ? Les crédits militaires, le budget militaire doit prendre sa part dans la question de la réduction. Moi, je dis depuis le début que le gros des moyens qui peuvent être utilisés pour faire des économies, c'est la question de la santé, non pas pour réduire évidemment les prestations de santé, mais parce qu'il y a des marges de manœuvre, notamment sur le générique, sur l'ambulatoire, etc. Et le deuxième budget, c'est le militaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le militaire ? Ce n'est pas avoir plus d'une centaine de milliers de soldats en armes pour protéger nos frontières à l'Est. C'est avoir une force d'interposition efficace. Une fois de plus, ça veut dire que François Hollande reviendrait sur sa promesse, mettrait en difficulté un proche, Jean-Yves Le Drian, et puis surtout pourrait également déstabiliser une armée dont on sait que c'est parfois très compliqué à garder en cohésion. Michaël Darmon, l'utilité de l'armée française, c'est de pouvoir davantage intervenir dans les opérations extérieures de type Mali, Centrafrique. Oui, bien sûr, la protection, c'est contradictoire de ma part par rapport à ce que j'ai dit sur l'armée européenne, mais on ne va pas mettre des casernes à l'Est pour essayer de protéger le Rhin et les Alpes. C'est la force nucléaire. Donc, il y a effectivement le sujet d'une forme de réduction de l'armée traditionnelle. Et moi, j'ai fait une proposition qui, d'ailleurs, de plus en plus reprise, y compris par des militaires, et parfois même mes amis écologistes me disent « Ah, mais c'est un compromis qui ne va pas assez loin », c'est de réduire le niveau de dissuasion nucléaire. Avant, il y avait le plateau d'Albion, Mitterrand l'a supprimé. Aujourd'hui, il y a la force aérienne de dissuasion et il y a les sous-marins. Moi, je dis juste une chose, gardons juste les sous-marins. Et arrêtons la force aérienne, rationalisons sur le territoire et y compris renforçons les investissements pour les forces d'intervention. Vous savez qu'on est très mauvais sur le ravitaillement en vol, sur les questions de transport logistique à longue distance. C'est très intéressant ce sujet-là. Tout à fait. Et on peut le faire avec moins 3 milliards sur 3 ans. Il y a d'autres, Jean-Vincent Placé, il y a d'autres également budgets qui sont sanctuarisés. L'intérieur, l'éducation nationale. Oui. Est-ce qu'au nom la justice et la justice, au nom de ces économies à trouver, de 50 milliards à trouver, est-ce qu'il faut également toucher donc dans ces budgets qui sont protégés ? Non. L'éducation nationale, je pense que c'est l'avenir de notre pays. En réalité, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées, et notamment grâce à l'excellence de notre système éducatif, avec l'éducation nationale, l'université, la recherche, c'est très important.
sécurité, justice. Moi, le 4e budget que je voulais voir sanctuarisé, c'est le budget écologique. Donc ça avait été de dures discussions avec Cahuzac et Cazeneuve, avec Jean-Marc Ayrault. Moi, je vais continuer mon combat parce que je pense que le pays a besoin d'avoir un budget stratégique sur la question écologique, notamment en matière de transition énergétique, notamment en matière de protection environnementale, pensez-vous la biodiversité. Donc vous voyez, ce sont ces thèmes-là. En revanche, il faut qu'on trouve des économies intelligentes. Et dans une certaine mesure, je sais qu'on en parlera, la réforme territoriale que nous, les écologistes, nous proposons depuis une dizaine d'années, c'est un sujet que je suis de très près, y compris lorsqu'il y avait eu la commission Balladur que j'avais saluée à l'époque, eh bien, lorsque ça va dans le bon sens... Elle peut effectivement, cette réforme territoriale, participer à l'effort d'économie. 55% des Français, selon un sondage IFOP pour le JDD, sont favorables à la suppression des départements. Est-ce que vous faites partie de ces Français favorables à cette suppression ? Je suis très content de ce sondage. Alors bon, parfois, évidemment, on est plus content des sondages quand ils disent un peu comme vous, et moins quand c'est l'inverse, mais tout de même, il est là, parce que quand même, Michaël Darmon, vous qui suivez la vie politique de près, vous savez qu'on dit souvent, mais les Français sont très attachés au département. Mais bien sûr, tout le monde veut avoir sur la plaque de sa voiture son département fétiche, de naissance, de vie. Tout à fait. Mais à un moment, il y a une forme de rationalisation, d'efficacité de la dépense publique qui est important. Et donc, ce qui est proposé, pour le coup, par le président de la République, eh bien, c'est ce que nous proposons, les écologistes, depuis une dizaine d'années. C'est la régionalisation, c'est la suppression des conseils généraux, c'est le fait qu'on aille plus vers l'intercommunalité, plus de lisibilité. Ah non, mais ça, c'est pas pour ça, c'est que c'est la conséquence. Évidemment, on ne va pas, et y compris, je peux même vous dire très sincèrement, qu'on a perdu 2 ans. Voilà, on aurait mieux fait de faire ça avant et de maintenir la date, ça aurait été plus simple. Mais comme on a pris du retard, c'est pas le cas. Eh bien, voilà, assumons, faisons un texte de loi. Et puis on me dit, mais il va falloir relancer les consultations. Je lui dis, non, mais arrêtons. Et des régionales en 2016. La dernière grande réforme réelle, c'est 1982, c'est la loi Defferre. Il y a eu ensuite des actes 2 de décentralisation, mais quand même de moindre portée. Et là, il faut assumer le développement économique aux régions, la recherche, l'écologie aussi, et puis faire en sorte qu'on ait une intelligente répartition des compétences et d'autonomie fiscale. Voilà des beaux projets. Si ces élections sont effectivement reportées en 2016, est-ce que ça peut fragiliser la candidature de quelques candidats à gauche, des socialistes notamment, comme Jean-Paul Huchon en Ile-de-France? C'est une région que vous connaissez bien. Oui, je connais bien. Jean-Paul Huchon fait un bon travail. On est en majorité avec lui, mais alors c'était pas pour taquiner ou pour répondre par une question, mais je ne vois pas pourquoi il serait plus fragilisé l'année prochaine ou l'année d'après. Parce qu'un an de plus, les conditions politiques seraient peut-être différentes, peut-être d'autres ambitions se feraient jour. D'accord. Et donc du coup, ça pourrait aussi... Très sincèrement, je ne crois pas que ce soit le sujet. Et aujourd'hui, la situation est tellement difficile. On y prend notre part de responsabilité à gauche pour ne pas en rajouter sur ce type de considération. Il nous reste 1 minute avant l'édito de Roselyne Bachelot. Dernière question, Jean-Vincent Placé. Avant tout cela, avant l'intervention de Manuel Valls ce soir sur le plateau de TF1, qu'attendez-vous de la parole du Premier ministre? Moi déjà, je note, comme d'ailleurs les Françaises et les Français, que Manuel Valls est à l'aise dans son rôle, qu'il est à la hauteur. Moi, je n'en doutais pas, mais il le démontre. Beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté, beaucoup de dynamisme, capacité de communication qu'on lui connaissait. Donc ça, c'est positif. Il applique la politique du président. Eh bien, moi, je souhaite qu'il applique la politique du président, mais amendée par ce que disent, d'une part, les écologistes de sa majorité, et d'autre part, les socialistes de sa majorité. Rapidement, parce que nous sommes demandeurs pour répondre aux problèmes des Français d'actes écologiques et d'actes sociaux. C'est le 3e 20 heures de Manuel Valls en 5 semaines de fonction. Est-ce que c'est pas un peu trop? J'ai pas l'impression, toujours selon les sondages, j'ai pas l'impression que ça lui nuit beaucoup. Bon, vous trouvez qu'il a raison justement d'être dans cette communication? Il faut expliquer la politique. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont très désorientés. La crise mondiale, le manque de réponse européenne, une forme, je le répète tout le temps, mais ça m'inquiète beaucoup, une forme d'inutilité et d'impuissance de la politique menée, la montée des extrêmes. C'est très bien qu'un homme populaire qui incarne la gauche puisse expliquer, faire pédagogie. Et je le dis, y compris pouvoir influer, sensibiliser sur l'écologie, le social. Il y a une vraie attente de l'électorat là-dessus. Ce sont les messages, notamment des municipales. Il faut écouter Françaises et Français. Manuel Valls, et nous analyserons, commenterons également l'intervention du Premier ministre sur iTélé dès la fin de cette interview.